Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ce point presse aujourd'hui ici depuis ce site merveilleux et je remercie à toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation et à nous accueillir et avec un beau programme qui nous attend. Donc pour commencer au programme de ce point presse, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous passerons ensuite au focus dédié cette semaine à l'innovation technologique au cœur de la performance des systèmes d'armes. Il sera présenté par l'ingénieur général de l'armement Frédéric Bouillet, directeur du site DGA Maîtrise de l'information, et par Bertrand Rondepierre, directeur de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Enfin, nous terminerons avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Permettez-moi de débuter ce point presse par quelques mots en ce jour particulier qui est le 13 novembre. Nos pensées vont aux victimes de ces attentats terroristes que nous n'oublions pas. Il y a 10 ans, les forces armées étaient mobilisées. Ce fut notamment le cas de sauveteurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de médecins, chirurgiens, psychologues et infirmiers du service de santé des armées. Comme l'a rappelé la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, la menace terroriste reste une priorité. Cela se traduit par une mobilisation continue des services de renseignement, mais également par l'action des forces sur le territoire national, avec l'opération Sentinelle et à l'étranger, avec l'opération Chamal au Levant. Je passe maintenant sur le point sur les agendas des ministres. Dans le cadre de la commémoration du 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, les commémorations se sont déroulées en plusieurs temps ce mardi. La ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, et la ministre déléguée Alice Ruffon ont participé aux cérémonies commémoratives présidées par le président de la République à Paris. Ces cérémonies ont été marquées par le dévoilement d'une plaque à l'Hôtel National des Invalides en mémoire des Alsaciens et Mosellans tombés pendant la Seconde Guerre mondiale et des incorporés de force. Sous l'Arc de Triomphe, une urne surmontée d'un bleuet a été symboliquement déposée sur la tombe du soldat inconnu. Cette urne contenait la terre de 16 sites mémoriels de la Première Guerre mondiale, des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre déléguée Alice Ruffo s'est ensuite rendue à Compiègne, ville où a été signé le texte de l'armistice. Elle a ensuite présidé mercredi à Paris la cérémonie d'hommage aux cheminots morts pour la France à la gare Saint-Lazare. Dans le cadre du centenaire du Bleuet, Alice Ruffo a participé hier au ravivage de la flamme en l'honneur des réservistes de la Garde nationale et en présence de l'équipe de rugby du 15 de France. Ces cérémonies ont été l'occasion de rappeler l'importance du devoir de mémoire d'honorer l'ensemble des combattants morts pour la France et de témoigner notre soutien à ceux qui restent. Hier, mercredi 12 novembre, la ministre Catherine Vautrin s'est rendue à Vars. Elle y a présidé la cérémonie d'hommage en l'honneur du sergent Jimmy Gosselin du 7e bataillon des chasseurs alpins décédé en opération. L'après-midi, la ministre Catherine Vautrin a ensuite accompagné le président de la République à Toulouse sur la base aérienne 101 à l'occasion de l'inauguration de la première capacité opérationnelle du commandement de l'espace. Cette emprise unique permet de rallier les unités et services du commandement de l'espace au cœur de l'écosystème spatial français, de favoriser les synergies avec le CNES et le NATO Space Center of Excellence, dont le bâtiment est co-localisé avec celui du CDE. À cette occasion, le président a dévoilé la stratégie nationale spatiale après le lancement du satellite CSO3 en mars dernier. Cette stratégie structurera l'ambition spatiale française et européenne sur le plan civil et militaire. Ce matin, la ministre Catherine Vautrin a eu un temps d'échange avec les parlementaires dans le cadre des rendez-vous de Brienne en présence du général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des armées. Enfin, Catherine Vautrin se rendra à Berlin demain dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense en format E5, réunissant donc les ministres de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni. Quant à Alice Ruffo, elle se rendra, elle, à Bruxelles. Je poursuis avec les actualités du ministère et l'exercice River Shadow 25
conduit par l'armée de terre. Du 13 au 28 novembre, la brigade du génie et du 1er régiment étranger du génie organise cet exercice sur le camp militaire de Bitche, dans le département de la Moselle. Pendant près de 2 semaines, une soixantaine de plongeurs de combat issus des 7 régiments de génie de l'armée de terre s'entraîneront avec leurs partenaires étrangers, venus notamment d'Autriche, de Belgique et d'Espagne. Cet exercice permet de renforcer leurs compétences des plongeurs. Il favorise également la coopération et l'interopérabilité entre des forces alliées par l'échange de savoir-faire technique et opérationnel. Pour les médias qui sont intéressés par cet exercice, vous pouvez vous rapprocher de l'armée de terre, enfin du CIRPATER précisément. À noter, les prochaines semaines s'annoncent particulièrement riches en événements consacrés au cyber. Cela souligne l'importance que l'on accorde à cet enjeu. D'abord, la 10e édition de l'European Cyber Week qui se tiendra du 17 au 20 novembre, tout près d'ici à Rennes. Chaque année, cet événement rassemble des experts français et européens de la cyberdéfense et de l'intelligence artificielle, des experts civils et militaires, des entreprises, des startups, des chercheurs ou encore des institutions. Plusieurs organismes du ministère seront sur place, notamment l'AMIAD, la DGA, le ComCyber, le Commissariat au numérique de défense, mais aussi la DGSE, la DRSD, la DRM et l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Au programme, des wargaming, des conférences et tables rondes de haut niveau qui exploreront les dimensions stratégiques, opérationnelles, techniques et scientifiques de la cyber et de l'intelligence artificielle. Quelques jours après, le 25 novembre, l'École de l'air et de l'espace accueillera à Salon de Provence l'événement Cyber Air Sud, organisé par le Centre d'excellence en cyberdéfense de l'école. Cette 3e édition mettra l'accent sur un défi majeur, l'analyse des logiciels malveillants. À travers des conférences, des retours d'expérience et des démonstrations techniques, Cyber Air Sud offrira une vision concrète des menaces actuelles, des solutions opérationnelles et des solutions opérationnelles pour y faire face. Ceci conclut les actualités. Alors je vous propose que l'on passe au focus dédié au rôle de l'innovation technologique dans la performance des systèmes d'armes. Dans un contexte international marqué par de nombreuses révolutions technologiques, la capacité à s'adapter et à innover est indispensable. C'est d'autant plus le cas sur le champ de bataille, dans le cadre des conflits de haute intensité. Les enjeux pour le ministère des Armées et des Anciens Combattants sont clairs. Il s'agit d'assurer en permanence la supériorité technologique des forces, de maîtriser les nouveaux champs de conflictualité et anticiper les technologies de rupture qui façonneront la défense de demain. Derrière chaque armement, derrière chaque programme développé par le ministère, il y a des techniciens, des ingénieurs, des spécialistes, c'est-à-dire des experts qui conçoivent et développent des systèmes toujours plus performants portés par une même ambition, renforcer la supériorité opérationnelle et technologique de nos forces, au bénéfice de la sécurité de notre pays. Leur expertise contribue directement à faire de la France un acteur majeur, reconnu pour son excellence en matière d'innovation de défense. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole à l'ingénieur général de l'armement Frédéric Bouillet, puis à Bertrand Comte-Pierre. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Madame la déléguée à l'information et à la communication de la Défense, d'avoir choisi DGA Maîtrise de l'information, site emblématique de la Direction générale de l'armement, pour organiser ce point presse sur l'innovation technologique au cœur de la performance des systèmes d'armes. C'est un grand honneur pour notre centre et l'ensemble de nos équipes de vous recevoir aujourd'hui, ainsi que vous, Mesdames et Messieurs les journalistes. Ici, au cœur de la Bretagne, se forge l'excellence technologique au service de nos armées et de la souveraineté nationale. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'expertise et d'essai. C'est un laboratoire vivant, où s'inventent les solutions de demain pour préparer l'efficacité opérationnelle de nos armées. DGA Maîtrise de l'information est né en 2009, de la fusion du Centre d'électronique de l'armement, le CELAR, et du laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, le LRB1. Cette union a permis de rassembler des expertises complémentaires, de l'électronique de défense à la cybersécurité, en passant par les systèmes d'armes, les télécommunications, le numérique ou la guerre électronique. Depuis sa création, DGA-MI a su évoluer au rythme des avancées technologiques et des besoins
du ministère des Armées et des Anciens Combattants. En une décennie, nous avons connu une croissance rapide dans des domaines clés comme la cyberdéfense et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, DGAMI regroupe près de 1800 collaborateurs, 54 moyens d'essai parmi les plus avancés d'Europe et près de 300 systèmes d'information. C'est une véritable concentration d'expertise technique au service de la défense. Nous accueillons également sur le site d'autres entités du ministère des Armées et des Anciens Combattants, comme le Centre d'identification des matériels de la défense, le CIMD, ou nos partenaires de l'AMIAD qui a été créé l'année dernière. Notre mission est claire, apporter notre savoir-faire et notre capacité d'essai au profit des programmes d'armement et du ministère. En tant que référent technique cyber du ministère et expert des systèmes numériques, nos experts contribuent directement à la performance et à la sécurité de nos systèmes d'armes. Mais notre rôle ne s'arrête pas là. DGAMI est aussi un véritable éclaireur technologique. Nous anticipons aujourd'hui les technologies de rupture à venir, qu'il s'agisse de la guerre électronique, des télécommunications sécurisées, du spatial ou du quantique, pour maintenir une longueur d'avance face aux menaces émergentes. Notre réactivité et notre capacité d'innovation sont au cœur de notre force. DGAMI est également un acteur majeur de l'écosystème cyber de la région rennaise. Nos collaborations avec les partenaires industriels, académiques et institutionnels illustrent notre engagement local, notamment avec le pôle d'excellence cyber et le cluster Bretagne Innovation Grand Ouest. Cette dynamique collective participe à notre souveraineté technologique nationale et européenne. Pour illustrer concrètement nos expertises au regard du temps limité qui nous est accordé, nous vous proposons aujourd'hui 2 démonstrations dans notre moyen d'essai Solange. Derrière ce nom énigmatique se cache un outil à la pointe de la technologie, vous le verrez bientôt. La première démonstration portera sur nos techniques innovantes en cyber et numérique, appliquées à l'autoprotection des systèmes d'armes. Ces techniques permettent d'analyser, de neutraliser et de contrer les menaces qui pèsent sur nos forces. La seconde démonstration sera consacrée aux moyens mis en œuvre pour survivre et évoluer en environnement brouillé. Cette capacité est devenue essentielle sur les théâtres d'opérations contemporains, comme en Ukraine, où le brouillage ami comme ennemi est omniprésent. Ces démonstrations, présentées pour la première fois à un public extérieur au ministère des Armées, ne sont qu'un petit aperçu de nos capacités et du travail de nos experts dans plus de 50 domaines différents. Mais elles témoignent de la passion et de l'excellence de nos équipes qui œuvrent chaque jour pour la sécurité de la France. Si, à la fin, cette visite vous laisse un goût de trop peu, je vous invite à prolonger notre découverte en vous rendant la semaine prochaine à Rennes, au couvent des Jacobins, où se tiendra la European Cyber Week, l'événement majeur évoqué tout à l'heure, des acteurs de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Comme chaque année, la DGA, membre actif du pôle d'excellence cyber qui pilote cet événement, y organise 3 temps forts. César by DGA, Big Flip et DCS. Je ne peux que vous engager à nous y retrouver sur notre stand. Vous y retrouverez également les équipes de l'AMIAD. Et bien sûr, nous serons également très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour vous présenter d'autres expertises. Comme je le disais au début de mon intervention, votre présence aujourd'hui est un témoignage fort de l'importance de votre mission. Merci encore de votre venue aujourd'hui, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente visite de DGA Maîtrise de l'information et cède maintenant la parole à Bertrand Rompierre, directeur de l'AMIAD. Merci Frédéric et bonjour à tous. Bon, je suis ravi de vous accueillir, alors pas sur le site parce que j'en suis pas le directeur, mais en tout cas de vous accueillir sur la terre qui héberge l'AMIAD et pour illustrer comment, alors c'est le thème du jour, comment l'innovation, alors pour ce qui nous concerne l'IA, se met au service de la performance des systèmes d'armes. Ça a été dit en introduction, la montée en technologie des conflits armés ne fait pas de doute, j'ai eu l'occasion de vous le dire multiples fois en point presse, et évidemment que l'enjeu c'est non seulement d'y faire face, mais surtout de déployer des solutions qui soient utilisées par nos armées, et même des solutions d'IA pour tout le ministère, je ne reviens pas là-dessus, on a eu l'occasion de l'évoquer. L'innovation militaire, ça marche, mais ça marche que dans une condition, ça ne marche que quand l'opérationnel est impliqué. C'est-à-dire que faire l'innovation tout seul dans notre coin, et je pense que ce n'est pas DGAMI qui me contredira, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc tout notre enjeu, d'ailleurs depuis le plateau brusien, c'est justement de nous maintenir connectés avec l'ensemble de l'écosystème du ministère des Armées pour faire en sorte que ce qu'on produise soit toujours au service des opérationnels. Et cette guerre en tout cas cette montée de la technologie dans la guerre, c'est évidemment quelque chose qui reconfigure complètement la façon dont on la conçoit et surtout qui nous impose de réfléchir, alors je l'ai déjà dit, nous à l'AMIAD évidemment, mais de façon plus générale le ministère des Armées, de réfléchir à la façon dont on conçoit le combat terrestre notamment, mais j'y reviens.
En 18 mois, pour une fois, on a fait l'effort de vous faire une slide. En 18 mois, on a recruté 150 ingénieurs, c'est-à-dire qu'au 1er septembre, vous avez 150 personnes qui sont physiquement arrivées sur site, entre le site de Bruy et le site de Palaiseau, qui héberge le pôle recherche, comme vous le savez. Et jusqu'à la fin de l'année, on a des contrats qui sont déjà signés, donc on va atteindre notre objectif que j'avais déjà évoqué de 200 personnes, qui nous permet de continuer notre montée en puissance et de passer à l'échelle en matière de production d'IA et d'ingénierie plus généralement. Depuis un an, on a délivré un certain nombre de projets, je vous en avais présenté en point presse les fois précédentes, vous allez en voir aujourd'hui, j'y reviens dans quelques instants. Mais j'aimerais mettre l'accent sur deux choses qui sont liées aux démonstrations. C'est d'une part, on a un calculateur qui a été livré à Asgard en septembre dernier, qui a été inauguré, donc on en a pris possession. On est en train de l'utiliser pour de premiers cas concrets, notamment la création de modèles, mais je ne dévoile pas ce qui vous sera expliqué tout à l'heure. Et surtout, on s'est engagé, ça avait été dit en mars par le ministre de l'époque, Sébastien Lecornu, nous sommes engagés à livrer la première unité robotique de combat autonome d'ici l'été 2027. C'est aussi évidemment ce dont on va vous reparler un peu plus tard dans la journée. Comme ça a été dit par Frédéric Bouillat à l'instant, l'importance de l'AMIAD d'être sur le plateau rennais au-delà d'un choix stratégique d'un point de vue talent, recrutement, c'est aussi un choix fort parce qu'il y a un écosystème préexistant, que ce soit le site de DGAMI, mais aussi tous nos partenaires, le Comcyber, le CatNC, qui sont localement là, les écoles, fait qu'on a un environnement qui est évidemment propice à la montée en puissance de l'IA localement. Une activité aussi sur le site de DGAMI, donc les démonstrations qui vont vous être faites par DGAMI sont assez illustrantes, assez représentatives de ce point de vue-là. C'est aussi pour nous, d'un point de vue rester connecté à l'opérationnel, quelque chose de très important parce qu'on a une grosse partie de l'expertise du ministère autour du numérique et des systèmes d'armes qui se trouve sur ce site, donc cette colocalisation a évidemment un grand sens. Dans les deux démonstrations qu'on va vous faire aujourd'hui, vous allez découvrir deux choses. Avec l'IA, toujours cette difficulté de tangibiliser, de rendre les choses physiques. Donc d'abord, le projet Pendragon, donc, je vous disais à l'instant, qui vise à développer cette unité de combat autonome, qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et surtout parce que, je le disais, le projet date de mars dernier, donc on en est encore à quelques mois après son début, mais on a mis en place pas mal de choses, avec notamment des moyens d'expérimentation et de développement, parce que pour faire un projet d'IA, vous vous doutez qu'il faut commencer par avoir des choses pour tester, expérimenter, construire, et des premières démonstrations de cas d'usage qui permettraient de s'imaginer ce à quoi Pendragon va ressembler dans l'année qui arrive. La deuxième illustration est un peu plus théorique. Je parlais de l'usage du calculateur Asgard, et là l'idée c'est de vous montrer quel type de modèle on va entraîner, quel type de modèle souverain on va entraîner en utilisant des volumes massifs de données qui sont issus de nos capteurs militaires spécifiques. Je l'avais expliqué au moment de l'inauguration du calculateur. L'idée de cette capacité, c'est quand même d'être capable d'entraîner des modèles qui nous sont spécifiques, c'est pas de reproduire ce que fait les civils. Et donc la démonstration qui vous sera faite a bien vocation à démontrer ce que l'on fait déjà et ce que l'on va faire dans les semaines qui arrivent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on enchaîne sur la question. J'ai aussi une question pour Monsieur Bonnepierre. Quel effectif maximal avez-vous comme ambition pour atteindre votre agence ministérielle, soit selon la loi de programmation militaire actuelle, ou soit celle que vous visez à terme, comme dans un régiment voilà. Le chiffre qui est connu, c'est 300, enfin même 306 si vous voulez être exact, et c'est ce qui a déjà été fait l'année dernière dans l'actualisation de la loi de programmation militaire. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une idée de croissance, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une logique, on a dimensionné la MIAD à la base sur ce format-là pour les missions qui lui sont confiées, donc c'est toujours le chiffre qui fait foi, et ce, pourquoi on s'arme, parce que ça fait quand même 100 recrutements encore l'année prochaine, donc c'est un gros travail d'industrialisation du process. Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. Dans un domaine qui est aussi complexe que l'innovation, comment vous restez dans la course par rapport au secteur civil, qui innove beaucoup, ou par rapport à des compétiteurs, je pense à la Chine, qui sont très en pointe en termes d'IA. Comment est-ce qu'on reste au courant, tout simplement, de ce que font les autres pour être sûr qu'on est compétitif? En fait, il y a plusieurs étapes dans l'affaire. On procède à une veille large de ce qui se fait chez nos compétiteurs, une veille qui va jusqu'à une analyse de la menace. D'accord, donc on s'intéresse extrêmement près à ce qui se passe dans les autres pays, en termes de stratégie de recherche, d'objets d'intérêt, de stratégie de communication.
Ça, c'est un premier point. Et un deuxième volet de l'affaire, c'est plutôt une façon dont on pilote le centre aujourd'hui à DGMI, c'est qu'il y a un encouragement à l'innovation participative qui est réel et qui encourage en fait nos agents à proposer des solutions à des problèmes qui se posent dans les forces et dont ils ont connaissance parce que justement ils travaillent à proximité des forces et qui les aident à avoir les mains dans le cambouis. Et donc entre la vision tête haute sur l'analyse de la menace et la veille disons large, et puis la vision plutôt champ restreint mais très concrète du terrain proche de l'Obs, on est en fait dans une logique d'innovation et d'accompagnement des forces extrêmement agile. Si tu veux compléter ? Pour l'IA, effectivement, il y a une spécificité qui est que, alors je ne dis pas qu'on est derrière le civil, mais en fait on se place là où on est, c'est-à-dire que sur notre force, c'est sur ce qui est purement militaire. Je le disais tout à l'heure sur l'exemple qui va être montré, là il n'y a pas d'alternative dans le civil. C'est connu, enfin genre c'est connu, c'est quelque chose qui est partagé, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs. Donc déjà on se met sur nos points forts et là on a besoin d'être particulièrement positionné parce que personne d'autre le fera. Ensuite, sur le civil, c'est une logique de partenariat. Je pense qu'on peut illustrer par deux exemples. D'une part, je l'ai déjà ressorti un certain nombre de fois, il y a le partenariat Mistral, mais il y en a aussi d'autres, j'espère, qui vont arriver à court terme, et j'espère qu'on pourra communiquer dessus assez rapidement. Et surtout, en fait, on a dans le projet Pendragon, pour être au rendez-vous en 2027, évidemment qu'on ne fait pas tout seul, et on a aujourd'hui un ensemble d'industriels qui s'est allié avec nous, et dont l'objectif, c'est bien à la fois d'assembler les forces de chacun et de surtout pas s'amuser à réinventer ce qui existe déjà. Donc là, l'enjeu, c'est aussi un enjeu de construction de partenariat, d'acquisition dans des formats un petit peu nouveaux, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc on ne se met pas derrière le civil, mais on essaie au contraire de les accompagner et de réussir à piocher en fait tout ce qu'ils font pour que nous, on soit au mieux. Bonjour, Mathieu Rabéchaud, AFP. On voit en Ukraine que les cycles d'innovation sur certains produits ou systèmes d'information se comptent en semaines. Comment intégrez-vous cet aspect dans le développement des systèmes d'armes futurs ? Il y a plusieurs éléments de réponse, encore une fois. Le premier, c'est qu'on est en train d'adapter nos processus internes DGA pour gagner en agilité, en innovation. C'est quelque chose qui a été lancé il y a quelques années déjà. C'est vrai que le conflit en Ukraine a été un accélérateur du déploiement de cette approche plus souple et plus agile. Le deuxième point quand même que je tiens à souligner, c'est qu'on reste quand même dans une logique, nous, de temps de paix. C'est-à-dire qu'on reste en contrôle des budgets, on reste en contrôle bref, on n'est pas en temps de guerre, pour le dire de façon plus cash. Les Ukrainiens, là où ils font de l'innovation agile, c'est en général au plus près du front. Ils font des choses, c'est les unités elles-mêmes qui disposent d'unités de gens qui viennent les aider à innover c'est pour la mission qu'ils font demain ou après-demain. Enfin, c'est du temps extrêmement court. Et je pense que si on était nous-mêmes en guerre, je pense que c'est ce qu'on ferait. Et le dernier élément de réponse, c'est que dans les réflexions qui ont lieu sur et si nous, on devait aussi un jour envisager d'être moins en paix qu'aujourd'hui, ça fait partie des réflexions qui nous alimentent. On envisage clairement de s'organiser pour faire ça, mais on n'est quand même pas en guerre aujourd'hui. Bonjour, Romain Miolcarec, indépendant. Dans vos deux spécialités respectives, comment vous intégrez la coopération avec les pays partenaires, en particulier européens? Est-ce que vous pouvez coopérer avec eux sur des sujets aussi sensibles et quelle forme ça prend? Est-ce que par exemple il y a des homologues à vous qui peuvent être affectés sur ce site? Est-ce qu'il y a des échanges, ce genre de choses? Merci. Alors sur l'IA, on est l'AMIAD a 1 an, donc on a déjà un certain nombre de discussions bilatérales avec des partenaires en public, parce qu'on l'a mis encore il y a 2 semaines, je crois, avec Singapour qui est venu nous voir sur site d'ailleurs. Et en fait, on a surtout une logique de construction autour de projets concrets. Aujourd'hui, on a donc notamment je disais Singapour qui est venu, avec qui on a des choses assez concrètes dès maintenant. Et ensuite, avec tous les alliés européens et l'OTAN de façon plus générale, on a des discussions en cours où, encore une fois, on est assez aligné sur le cadre d'échange qui est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ensemble, parce que le but, c'est pas de se lancer dans des projets de coopération pour l'affichage, c'est plutôt qu'est-ce que concrètement sur la problématique qu'on partage qui est
plus d'IA, plus opérationnel et surtout plus d'efficacité pour les forces, comment on s'aligne en partageant sur nos forces et nos faiblesses. Parce que je vais donner un exemple, par exemple en matière de données, vous entraînez des modèles sur les données des capteurs français, est-ce qu'ils vont fonctionner exactement pareil sur des données qui viendraient de capteurs d'autres pays? C'est pas une question qui est complètement tranchée. Et donc ça, c'est typiquement un exemple sur lequel on a un intérêt très clair, au moins à échanger, et potentiellement, dans un deuxième temps, à construire ensemble. Bon, un petit complément là-dessus. Donc, il y a en place, en fait, depuis de longue date, des échanges de coopération technique avec des centres homologues aux nôtres. C'est plutôt disons, de l'échange de bonnes pratiques et de compétences. À ma connaissance, il n'a jamais été envisagé de détacher des experts de l'un chez l'autre. Mais c'est plus que ça n'a pas été envisagé que ce soit interdit. C'est aussi qu'on est en effectif contraint et donc du coup détacher quelqu'un sans trop savoir exactement ce qu'on va retirer, ça reste à Paris. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, lorsqu'il y a des projets qui sont conduits, des programmes d'armement, des programmes d'acquisition ou de la R&D qui est faite en multinationale, évidemment, on participe, on accompagne, on participe et on accompagne dès les prémices, dès la recherche de coopération et sur tout le cycle. Bonjour Monsieur Ronpierre, Martine Rigaudy, le scribe. Vous avez parlé d'unités robotiques de combat. Est-ce qu'on pourrait avoir la typologie de ces robots, leur nombre, leur date de livraison, et est-ce que vous avez prévu de les tester sur le théâtre ukrainien, par exemple? Alors, je disais, le projet, il est un peu récent, donc non, je ne suis pas capable de vous le dire, et heureusement, parce qu'il y a un énorme enjeu de conception et d'innovation derrière. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est pas un projet de robotique, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas des robots, mais ça, je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure pendant la démonstration. Nous, on travaille vraiment sur l'IA, et donc les cerveaux collectifs pour faire fonctionner ces machines. Ensuite, du coup, la question que ça pose, c'est quelle plateforme on utilise, comment. Aujourd'hui, en fait, on a une approche qui est plutôt exhaustive, c'est-à-dire qu'on teste le maximum de choses avec des enjeux d'acquisition et de livraison pour avoir le plus de choses possibles sous la main. Et du coup, justement, pour concevoir ces IA. Donc, je ne sais pas vous répondre, mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans cette manip itérative de conception du système, en fait, justement, les questions auxquelles on doit répondre, c'est quel type de robot, au sens, est-ce que c'est beaucoup de terrestres, de l'aéroporté qui se pose sur du terrestre, enfin, il y a pas mal de questions qui se posent, et justement, ça fait partie du projet de concevoir le format terminal de ce à quoi se ressemble cette unité de combat. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'il faudra nous demander dans un an ou quelque chose comme ça. Bonjour madame, bonjour messieurs, Pascal Simon, Ouest France. C'est une question sur la question ressources humaines et recrutement. Vous rappeliez que ce soit pour l'AMIAD et pour DGA, EMI d'ailleurs, vous rappeliez pour l'AMIAD l'objectif d'un peu plus de 300 talents pour 2027. Est-ce que c'est un secteur tendu aujourd'hui? On sait qu'il y a une forte concurrence pour rechercher ces talents, que ce soit dans le cyber ou évidemment dans l'intelligence artificielle. Est-ce que pour cet effort qui doit aboutir dans quelques mois, il y a des mesures prises spécifiquement? On sait qu'il y a 2 ans de mémoire, il y avait eu à DGA un mouvement, un rarissime mouvement social avec la question des salaires notamment. Donc est-ce que ça s'est pris en compte pour être séduisant aussi vis-à-vis des partenaires industriels qui eux aussi recrutent? Merci. Alors, je ne répondrai pas sur le volet DGA, ça ne me concernait pas. Ce que je dirais, c'est que pour l'AMIAD, en tout cas, on a fait un choix l'année dernière, je répète ce qui avait été dit à l'époque, pas de secret. On a fait un choix d'investissement parce qu'effectivement, la ressource humaine est critique pour le métier qu'on fait. C'est-à-dire que sans les ingénieurs qu'on embauche à l'AMIAD, on ne travaille pas. Et donc cet investissement, il a été fait d'une part en nombre, parce que je disais la cible de 300, c'est ce qui a été conçu dans le format de l'agence à la base, et on est toujours sur ce chiffre, mais aussi sur les profils qu'on recrute et les métiers. On a fait un choix d'investissement pour faire en sorte que nos salaires, alors je dis à chaque fois, personne ne va devenir riche dans l'AMIAD, ça c'est certain, mais pour que ce soit compétitif, pour que en gros la question du salaire ne soit pas un obstacle au recrutement. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, après 1 an et des brouettes maintenant, la question du salaire n'a jamais été un frein, ou sauf quelques cas très particuliers, n'a jamais été un frein pour faire venir des gens à l'agence. Donc ça, moi je m'en félicite, et je pense que du coup on est très loin d'avoir un problème. Ensuite, sur la question de secteur tendu, en fait ça va dépendre des métiers. Là où on a un secteur qui est globalement tendu, en fait c'est surtout les profils qui ont une expérience de production autour de l'IA, c'est-à-dire de l'IA mis dans des systèmes qui passent à l'échelle, qui servent des algorithmes de façon industrielle, etc. C'est un secteur qui est très tendu, mais qui est aussi tendu pour les GAFA, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de gens qui font ça, il se compte, alors peut-être plus sur les doigts d'une main maintenant, mais il n'y en a pas autant que ça, et il coûte très cher, y compris pour les GAFA. Donc ça, c'est pas, donc c'est vrai que c'est tendu. Maintenant, en fait, c'est aussi une compétence qu'on reconstruit, donc c'est pas un problème en soi, mais oui, ça c'est vrai que c'est
une compétence sur laquelle c'est tendu. Concernant ce qui s'était passé côté DGA il y a 2 ans, de mémoire, donc des travaux ont été menés avec la DRH du ministère pour prendre en compte en fait, les spécificités de ce milieu, de ces activités côté cyber, qui ont permis de mettre fin au problème de démission massive qu'on avait à l'époque. Donc ça, en fait, on est aujourd'hui sur un effectif qui est globalement stabilisé. Ça, c'est pour répondre à la question sur le statutaire. Aujourd'hui, on n'éprouve pas de difficulté à recruter. D'accord ? Donc on n'est pas dans une logique de vivier qu'on ne trouve pas ou de gens qu'on n'arrive plus à recruter. On n'a plus cette difficulté. Quelque part, les efforts qui ont été faits nous ont mis à un niveau de parité avec la concurrence. Voilà. Je ne sais pas si ça répond pleinement à la question. Clément Dagnès, l'opinion. Pour développer un peu sur la question RH, Monsieur Rompierre, quels sont les profils moyennes d'âge? Est-ce que c'est beaucoup de sorties d'école? Et préciser un peu si, dans leur esprit, vous connaissez bien l'écosystème des GAFAM, c'est des contrats qui vont durer plusieurs années, puis ils retourneront dans le privé, voilà, connaître un peu les plans de carrière qui s'ouvrent pour les agents de l'Amiad. Merci. Ouais, c'est une très bonne question. Alors la moyenne d'âge, je regarde Alex parce que je l'ai plus en... 35, voilà, en tout cas, pas très vieux. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, l'erreur qu'on n'a pas faite, à mon sens, c'est d'essayer de combler le volume par de l'embauche massive en sortie d'école. Ça aurait fait les chiffres, mais ça aurait été une erreur parce que on a besoin de monter en compétences vite, donc on a besoin de gens qui ont une certaine expérience et qui sont capables d'être opérationnels très très vite. Donc aujourd'hui, oui, 35 ans, et donc sur des profils de personnes qui ont pas mal, en fait, en réalité, entre 2 et 4 postes, alors en comptant qu'un peu ça fait à peu près 3 ans, même si c'est un peu approximatif. Donc plutôt des gens qui ont de l'expérience, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que encore une fois, c'était pas une évidence au moment de la conception de l'Amiad que ça allait bien se passer. Ensuite, sur la question du flux, en fait, parce que ça c'est très important, effectivement, on n'a absolument pas imaginé que les gens allaient venir à l'Amiad et rester jusqu'à la fin de leur vie. Au contraire, là aujourd'hui, heureusement, on n'a pas de turnover encore, parce que au bout d'un an, ça poserait quand même quelques questions, sauf quelques cas particuliers dont on pourrait discuter, parce qu'on a aussi fait un peu de placement. Mais l'idée, c'est quand même aussi de faire une irrigation de l'écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qu'on fait venir déjà sur la plaque rennaise, c'est tout notre intérêt qu'ils y restent. Et donc, dans l'ordre, je pense que les gens qui viennent à l'Amiad, je pense qu'ils partiront peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, qu'importe, mais en tout cas quelque chose dans ces eaux-là. Et donc l'enjeu, c'est plutôt d'arriver à animer ce flux pour les faire aller idéalement vers l'industrie française, européenne de l'IA. Peut-être même dans la région, ce serait quand même plutôt pas mal. Et avec l'idée justement d'avoir un flux aussi retour, parce que, entre guillemets, les gens, une fois qu'ils s'en vont, le chiffre de 300 à l'Amiad, le but c'est que ça reste. Donc si les gens s'en vont et qu'on les remplace pas, ça fonctionnera pas bien. Donc vraiment, notre stratégie, c'est cette logique de flux entre nous, les industriels, et d'ailleurs le reste du ministère, parce que l'IA au sein du ministère, c'est l'Amiad, mais pas que. Et donc ce qu'on espère, c'est justement arriver à avoir autant ce flux interne que ce flux externe. Le temps est venu maintenant du point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Et je vous propose de commencer cette revue des opérations avec le territoire européen où les armées françaises renforcent la posture défensive sur le flanc est de l'Alliance. Alors on débute avec l'Estonie où les éléments du bataillon multinationales de l'OTAN ont mené un entraînement conjoint avec leurs partenaires de l'Estonian Defense League dans les environs de Rucha. Donc, du 8 au 9 novembre, 2 sections de la compagnie d'infanterie légère française et leurs homologues estoniens ont constitué des unités mixtes franco-estoniennes. Durant cet entraînement, ces sections interalliées ont conduit une infiltration en forêt avant de lancer un assaut sur des tranchées tenues par une force adverse, puis de fortifier les positions conquises. Ces manœuvres complexes illustrent le haut niveau de coordination et d'interopérabilité entre les forces de l'OTAN et l'Estonian Defense League. On passe maintenant à la Roumanie, où la brigade multinationale de l'OTAN placée sous commandement français poursuit l'exercice interallié d'Asienfall 25. Au cours de la semaine écoulée, l'ensemble des unités de la brigade a été engagé sur le terrain. Après une première phase d'entraînement de niveau section et compagnie, les bataillons ont participé à 5 jours d'exercice de type force contre force. Les unités sont ainsi entraînées à tour de rôle aux missions offensives et défensives dans un scénario de combat de haute intensité. Dacian Fall 25 illustre
le haut niveau d'interopérabilité et de coordination des forces alliées, ainsi que leur capacité à opérer ensemble dans un contexte d'engagement de haute intensité au service de la défense collective de l'Alliance. En Pologne, maintenant, la contribution française à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne EUMAM se poursuit via 3 stages complémentaires. Tout d'abord, le stage instructeur de combat forme des encadrants et couvre l'ensemble des savoir-faire du combattant, c'est-à-dire la condition physique, le tir, la tactique individuelle, le combat de tranchée et le combat en milieu urbain, ainsi que l'instruction des chefs d'équipe et des chefs de groupe. Le Basic Pathfinder Operators Training porte sur les procédures de combat commando et de reconnaissance dans la profondeur, c'est-à-dire l'entraînement au tir, le secourisme, le travail en équipe, la préparation et la conduite de missions opérationnelles. Et enfin, le stage Saper Squad Commander vise à transmettre aux chefs de groupe de génie combat les compétences techniques et pédagogiques essentielles, à savoir la détection et la neutralisation d'explosifs, la réaction face aux mines et les techniques de destruction. Ces modules renforcent la montée en compétences des forces armées ukrainiennes en privilégiant l'autonomie des futurs formateurs et des équipes sur le champ de bataille. On passe maintenant à la Méditerranée, où les armées françaises œuvrent aux côtés de leurs partenaires et alliés pour préserver la stabilité de cet espace maritime stratégique. Alors, au large de Toulon, la 32e édition de l'exercice Chebec 25 a débuté le 3 novembre. Elle réunissait les marines françaises et marocaines. Donc, aux côtés de la frégate Mohamed VI, la France engage une frégate légère furtive et un groupement de plongeurs démineurs. Après une phase d'entraînement à quai, les unités ont entamé le 12 novembre des manœuvres en mer qui ont été menées en Méditerranée puis le long des côtes marocaines dans un scénario de lutte contre les trafics illicites. L'exercice Chebec 25 illustre la solidité de la coopération opérationnelle entre les deux marines. Il vise à renforcer leur interopérabilité et leur capacité à agir conjointement en cas de crise en mer. Toujours en Méditerranée, lors d'une escale à la Goulette, en Tunisie, un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain a conduit plusieurs activités de coopération opérationnelle. Donc, la plongée sous coque, des visites croisées, des manœuvres conjointes avec le patrouilleur tunisien Sifax. Ces échanges ont permis de renforcer la connaissance mutuelle et la coopération maritime entre les partenaires qui opèrent dans ce même environnement stratégique. On se dirige maintenant vers le Proche et le Moyen-Orient où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et adaptable qui contribue à la stabilité régionale. Alors, en Méditerranée orientale, la France assure une présence navale et aérienne permanente en tant que puissance riveraine. Une frégate est actuellement déployée au large du Liban afin de garantir une appréciation autonome de situation. La semaine passée, elle a participé à la phase de secours en mer de l'exercice chypriote Némésis, aux côtés de moyens chypriotes, grecs, américains et français, dans un scénario de défense d'une plateforme offshore. Son hélicoptère Panther, embarqué, a mené des opérations de patrouillage conjointes avec le patrouilleur chypriote Ionides, et elle a accueilli 2 hélicoptères chypriotes à son bord. On passe au Liban maintenant, où la France poursuit son partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées libanaises, les FAL. Cette semaine, la 2e section d'infanterie a terminé sa formation, tandis que se poursuivent des stages de tir de combat, de tir de précision, de conduite de véhicules de l'avant blindés. Et ces formations renforcent les capacités des FAL à assurer de manière autonome la sécurité du Sud-Liban. On poursuit dans le ciel irakien, où les Rafales engagés depuis la base aérienne projetée au Levant ont réalisé 16 vols opérationnels la semaine passée. Donc, conduits dans le cadre d'un dispositif partenarial bilatéral qu'on appelle un Partner Nation Integration, 2 de ces vols ont participé à l'entraînement de contrôleurs de défense aérienne irakiens. Ces entraînements permettent aux forces irakiennes de maintenir un haut niveau de préparation et une bonne intégration aux forces de la coalition. En mer Rouge maintenant, depuis le 1er novembre, une frégate multimission participe à l'opération européenne Aspides, escortant les navires civils dans les zones à risque. Un avion Atlantique II réalise parallèlement des patrouilles maritimes pour renforcer la sécurité du trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb. Enfin, le 31 octobre, les forces françaises aux Émirats Arabes Unis ont conduit un exercice d'évacuation de ressortissants, donc un exercice RESEVAC dans le désert de Liwa, qui a mobilisé un A400M, des Rafales et une composante terrestre. Cette manœuvre interarmée illustre la capacité de projection rapide des armées françaises et leur aptitude à protéger les ressortissants en toutes circonstances.
On passe à la Corne de l'Afrique, où la France poursuit son engagement aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Du 2 au 6 novembre, les forces françaises stationnées à Djibouti, donc les FFDJ, ont pris part à l'exercice multilatéral Bull Shark 25, organisé par les troupes américaines de la Combined Task Force Horn of Africa, en partenariat avec les forces de défense et de sécurité djiboutiennes. L'exercice rassemblait également des détachements japonais, espagnols et italiens. Conçu autour d'un scénario d'opération amphibie majeur, il comprenait le débarquement de troupes en mer, appuyés par des hélicoptères. Les FFDJ ont engagé aussi un groupe commando amphibie, des plongeurs du génie et un hélicoptère pour mener des séquences d'infiltration et d'exfiltration de troupes au sol. Cette participation illustre la pleine interopérabilité des forces françaises avec leurs partenaires régionaux et internationaux. Elle contribue au renforcement de la coopération militaire et à la stabilité régionale dans la Corne de l'Afrique. On passe à l'ouest de l'Afrique où les armées françaises poursuivent leur activité de partenariat militaire opérationnel. Alors, dans le golfe de Guinée, la 8e édition de l'exercice Grand African Nemo, GANO, a débuté le 10 novembre. Cet exercice majeur de coopération maritime, mené sous l'impulsion du processus de Yaoundé, rassemble aujourd'hui 26 nations, dont 18 riveraines du Golfe, ainsi que plusieurs partenaires européens et internationaux. Il vise à renforcer la coopération régionale et les capacités de réaction face aux menaces maritimes multiples dans cette zone stratégique qui comporte plus de 6000 km de côte. Les premières phases ont permis la conduite d'exercices coordonnés depuis le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale à Pointe-Noire, en République du Congo. Il se faisait sur les thèmes de la lutte contre la pêche illégale, la lutte contre la pollution maritime, la piraterie et les trafics illicites. D'autres séquences sont portées sur la criminalité maritime, les opérations anti-drogue ou encore la recherche et le sauvetage. Grand African Nemo illustre la montée en puissance de la coopération maritime interrégionale en Afrique de l'Ouest et la capacité des marines partenaires à agir de manière coordonnée face aux défis communs au service de la sécurité et la gouvernance maritime. À terme maintenant, au Gabon, le détachement de liaison interarmée a terminé la formation de 70 parachutistes des forces armées gabonaises. La séquence s'est conclue par un saut conjoint franco-gabonais depuis un avion CASA et un C-130 de l'armée de l'air et de l'espace, suivi d'un exercice tactique face à une force adverse jouée par les soldats français. Cet entraînement a permis de breveter de nouveaux parachutistes gabonais, de mettre à jour les qualifications de militaires français et de renforcer la coopération bilatérale dans des conditions exigeantes. On termine avec l'Indo-Pacifique, où les armées françaises engagent des moyens pour renforcer la coopération régionale et lutter contre les trafics illicites. Alors au large de la Corée du Sud, la frégate de surveillance des forces armées en Polynésie française termine son engagement dans la mission ECC, Enforcement Coordination Cell, contribuant à la surveillance des activités illicites susceptibles de financer le programme nucléaire nord-coréen. Elle a mené plusieurs actions conjointes avec les navires néo-zélandais et sud-coréens, illustrant l'engagement commun pour la stabilité régionale. À Hawaï, les forces armées françaises participent à l'exercice Joint Pacific Multinational Readiness Center aux côtés des forces américaines et de partenaires régionaux. Les parachutistes français intégrés à la 11e Airborne Division américaine ont été largués depuis l'Alaska pour la phase tactique de l'exercice, tandis qu'un détachement du RIMAP-P joue la force d'opposition avec des appuis drones. Cette participation témoigne du haut niveau de préparation et de l'interopérabilité des forces françaises avec leurs partenaires dans la zone Indo-Pacifique. Et ceci conclut mon intervention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, colonel Mathieu Rabéchaud. Au Mali, le Quai d'Orsay a invité les ressortissants français à quitter temporairement le pays. Si une opération d'évacuation venait être déclenchée, sur quel point d'appui celle-ci pourrait s'effectuer maintenant que la France ne dispose plus d'empreintes militaires dans la région? Alors, merci pour cette question. Ce type d'opération ne peut se faire qu'avec l'accord des pays souverains. Donc effectivement, la rénovation de notre stratégie partenariale nous a amené à réduire notre empreinte dans l'Afrique de l'Ouest. Pour autant, on est encore en mesure de se déployer. C'est pour ça qu'on a ces détachements qu'on appelle des DLIA, détachements de type interarmé. Et c'est sur ce genre d'éléments qu'on peut compter. Aujourd'hui, ce type d'opération n'est
pas encore au bout du jour. On ne peut que regretter effectivement la situation actuelle au Mali, qui est très préoccupante. Et comme vous le savez, aujourd'hui, je vous invite à vous adresser vers le Quai d'Orsay pour connaître la réalité de nos relations diplomatiques avec le Mali, mais elles ne permettent pas effectivement d'envisager une opération directement en accord avec les autorités locales. C'est pour ça que le Quai d'Orsay a bien invité les ressortissants français à quitter le Mali autant que faire se peut. Merci beaucoup, colonel, et merci encore aux équipes de DGAMI et de l'AMIAD pour leur accueil. Et donc, ceci clôt ce point presse. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le point presse qui sera à Ballard jeudi prochain.